Salut à tous, Siwaka, nouvelle vidéo. On va parler du numéro 9 cette fois-ci. Donc du coup, vous savez, Fonseca a dit qu'il souhaitait chercher un nouveau numéro 9 pardon, pour remplacer Martin Satriano. On a eu des rumeurs sur deux joueurs pour l'instant qui sont sortis au moment où je tourne cette vidéo. Donc Roman Yaremchuk et Tis Dalinga. Donc cette fois-ci, on va commencer par Roman Yaremchuk pour voir un petit peu à quel point il correspond ou pas, en fait, aux demandes établies par Paolo Fonseca. Donc je rappelle ce qu'il a demandé. Il a dit qu'il voulait un attaquant dans le style de Martin Satriano. Donc attention, bien évidemment, pas littéralement le même joueur qui est Martin Satriano. On a bien vu les limites qu'il pouvait avoir sur le terrain. Donc bien évidemment, c'est pas ces limites qu'il veut retrouver. C'est plutôt le profil de joueur qu'on avait cherché quand on a été recruté Martin Satriano. Du coup, c'est quoi le profil de ce joueur? Il a un petit peu détaillé d'ailleurs quand qu'il a indiqué qu'on cherchait un nouveau numéro 9 dans ce style-là. C'est un joueur de surface, point d'appui, pour pouvoir faire tourner autour Hendrik, Moreira, Sulch, qui sont des joueurs plus mobiles et qui vont moins fixer dans la surface que le profil en fait que veut associer Paulo Fonseca sur le front de l'attaque. Donc du coup, le but avec cette vidéo, c'est de vous montrer si Roman Yaremchuk correspond aux demandes de Paolo Fonseca. Et si c'est le cas, voir si en plus de ça, ça peut être une bonne idée d'aller le chercher, de le recruter. Et comme d'habitude, merci à tous pour les follow, les likes, les commentaires. Continuez. Merci beaucoup pour l'aide que ça apporte. Vous avez les souscriptions qui sont ouvertes sur la chaîne si vous voulez me soutenir en plus. Je vous en parle pour la première fois maintenant, parce que ça commence à se mettre en place. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Donc Roman Yaremchuk, son historique en club. Donc vous voyez, il a fait plusieurs clubs dans sa carrière. Il a commencé au Dynamo Kiev, il est parti à la Gantoise, il a joué à Benfica, à Bruges, encore une fois en Belgique, à Valence en prêt. Il est retourné du coup en Belgique à Bruges, et ensuite, depuis l'été 2024, il est à l'Olympiakos. Donc du coup, on voit bien qu'il a majoritairement joué à la Gantoise dans sa carrière. Voilà, ça vous donne un petit descriptif un petit peu du joueur sur ses nombres de matchs et buts marqués, mais également ses passes décisives, parce que vu son rôle et vu ce qu'on attend de lui, s'il vient à Lyon, c'est aussi les passes décisives qu'il va falloir compter et prendre en compte du coup dans l'équation. Donc voilà, vous avez son petit historique que j'ai pris sur Transfermarkt, si vous voulez revoir ça tranquillement. Et comme du coup Yaremchuk est un international ukrainien, il a joué 65 matchs en sélection et 17 buts marqués pour 8 passes décisives. Donc voilà, vous avez aussi son historique Transfermarkt du coup pour ça, pour ceux qui veulent aller pousser l'analyse un peu plus loin sur ça, vous pouvez aller le retrouver sur Transfermarkt. Nous, on va se concentrer maintenant sur ces datas, déjà, pour commencer. Et on va faire, chaque fois que je vous mettrai en avant un point, on va partir directement sur des extraits vidéo pour que vous puissiez le voir. Et donc, si on part sur ces datas, là, c'est une fiche que je vous ai partagée sur Twitter, ou X. Pour ceux qui l'ont vu, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, du coup, voilà, c'est une petite fiche de rapport du joueur que j'ai établi. Donc ça, c'est son rapport technique-physique que j'ai fait sur la saison dernière, parce que cette saison, il n'a pas assez de temps de jeu pour ressortir en termes data dans mon système. Il faut au moins 500 minutes de jeu en championnat pour ressortir dans le système. Donc pour l'instant, il ne les a pas. Donc du coup, il ne ressort pas. Donc j'ai pris la saison sur la dernière saison sur laquelle il ressortait, c'est-à-dire la saison dernière. Il avait joué 23 matchs de championnat et il joue des playoffs en Grèce. Donc il a joué entre le championnat, la saison régulière, on va dire, et les playoffs 23 matchs, 786 minutes jouées, 4 buts et 2 passes décisives. Donc là, ce qui est intéressant pour avoir tout de suite, c'est sa taille, 1m91. Donc on est vraiment sur ce joueur grand de taille, pivot, qui va pouvoir être utilisé comme ça. Et là, en fait, vous avez sur cette fiche-là, pour vous rentrer un peu plus dans le détail, c'est un logiciel, une application, comme vous voulez, que je suis en train de développer de mon côté pour en fait
avoir en fait des datas des joueurs directement sous forme sur le petit bandeau que vous avez en haut là avec ces informations et l'indice de performance à droite. C'est exactement comme ça que ça se présente sur mon application. Donc ça me permet de voir rapidement en tapant un nom de joueur dans ma base de données, de rechercher. Ça me donne directement voilà, les infos du joueur, son poste, les différents postes auxquels il joue, les statistiques du joueur, l'indice de performance calculé par rapport aux algorithmes que j'ai mis en place, comment il se classe par rapport à ses adversaires dans sa ligue, pardon, et sur son poste aussi. Donc là, par exemple, comme vous voyez écrit indice de performance 63,5, c'est donc sur son poste de attaquant de pointe. Il a un score de 63,5 sur 100, en gros, d'après l'algorithme que j'ai mis en place, uniquement en comparaison de son championnat et de ses adversaires sur le même poste. Donc un 63,5 en Grèce ne vaut pas un 63,5 en France. C'est pas la même disposition de joueurs. Donc voilà, c'est vraiment lié à la ligue et au poste du joueur. Donc ce qui peut être intéressant de voir, c'est que avec ce score, il ressort comme le 8e sur 65 attaquants ou joueurs ayant joué en attaque en Grèce. Et si on regarde un peu le détail de ses rôles, on voit bien que là où il est le mieux noté, c'est sur le rôle de pivot. Donc ça correspond déjà, en premier lieu, si on ne regarde pas encore les radars, à ce que recherche Paolo Fonseca pour son attaque. Donc maintenant, si on regarde un petit peu les radars, je vous ai remis, mais voilà, je vais vous les zoomer de toute façon pour qu'on puisse mieux voir et les analyser. Je vous avais sorti ici cette deuxième fiche qui, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est sur la partie de gauche, là où vous avez aérien, défensif, technique, construction, création, finition, endurance, explosivité et intensité. Pourquoi? C'est en fait c'est ce qui me sert en fait à calculer l'indice de performance du joueur. C'est ces différents blocs qui sont pondérés en fonction des postes et qui permettent d'établir en fait ensuite sa note de joueur et ensuite ses notes de rôle aussi par la suite. Donc là, quand on regarde déjà ça, ce qui va être intéressant, c'est quand on va le zoomer justement. Je vais vous mettre ça tout de suite. Donc voilà, si on le zoome, vous voyez tout de suite comme ça, quand on regarde un petit peu les notes, on voit 3 notes qui ressortent plus que les autres. Ça va être le jeu aérien, la création et la finition. Donc pour vous détailler, le jeu aérien, voilà, c'est très simple, c'est la domination dans les duels aériens. La création, c'est le fait de générer des occasions par la passe. Et la finition, du coup, le fait de conclure, marquer, se procurer des occasions de but. Donc on voit que c'est sur ces 3 points-là où il est le meilleur sur la saison dernière, encore une fois. Donc c'est ces points-là que je voulais mettre en avant en fait en vidéo par des extraits pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Si on rentre juste avant de commencer sur les extraits vidéo sur le radar technique du joueur que vous avez vu en fiche, donc ça revient bien sur ça, on voit bien très fort sur les duels aériens remportés. Donc on va se regarder tout de suite les images de ces duels aériens remportés pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc du coup, si on commence à se regarder des séquences de Yaremchuk sur les duels aériens, je vous ai sorti, c'est pour les duels aériens, c'est que des images de cette saison, donc assez récentes. Donc là, vous le voyez dans la surface, il va recevoir un centre, il est au duel, hop, il va toucher légèrement le ballon juste avant son adversaire. Là, encore une fois, un nouveau centre, il est dans la surface entre les deux défenseurs centraux. Il se positionne, il passe devant, juste devant son adversaire, direct pour toucher le ballon. Il va le toucher un petit peu et son équipier derrière ne peut pas reprendre. Encore une fois, un centre, vous le voyez, il est entre tous les défenseurs en fait, et il va s'installer et passer encore une fois devant le premier défenseur, et il va cette fois-ci toucher le ballon qui va être contré. Nouvelle séquence là, son équipier est en train de dribbler sur le côté, lui encore une fois dans la surface, il va se positionner, hop, petit appel pour passer devant son adversaire le numéro 3 au moment où ce dernier tourne la tête, et il passe devant, il passe et il va mettre une tête qui va finir au-dessus. Et la dernière séquence, vous le voyez, il va se positionner dans la surface, il attend le centre ne vient pas donc il est au contact, quand il arrive, il est quand même passé devant ses adversaires, et il va placer sa tête par contre au-dessus des buts.
Maintenant qu'on s'est vu les duels aériens remportés, on va regarder les deux autres points sur lesquels il est aussi très haut et très fort. C'est les buts et les expected goals. Les buts, alors oui, il n'a marqué que 4 buts, mais encore une fois, c'est ramené à son temps de jeu. 786 minutes de jeu, 4 buts. Ramené à par 90 minutes, il est dans les 13 meilleurs pourcents de son championnat en attaque. Donc là, on va se regarder quelques buts qu'il a pu marquer l'année dernière pour voir un petit peu. On a vu que niveau stats, il ressortait aussi pas mal malgré tout sur les buts marqués et les expected goals. Donc on va se regarder quelques séquences de buts qu'il a pu marquer. Donc là, vous le voyez, il va venir en pivot jouer avec son équipier qui récupère le ballon. Le ballon revient, appel dans la surface, dans l'axe. Il va être trouvé par une petite passe. Il contrôle et il conclut du pied droit. Nouvelle séquence là, encore une fois, vous allez voir, il est au second poteau, tranquille, il est en train de se positionner. Donc on voit bien une bonne présence dans la surface. Centre et il passe devant au dernier moment pour mettre la tête. Là, c'est sur un tir d'un de ses équipiers qui va être contré. Vous voyez, il est là, il a suivi et il vient frapper avant le numéro 4, son équipier, pour marquer. Nouvelle séquence là. Là, c'est le golazzo de Yaremchuk. Vous allez voir, il prend le ballon directement, aucun contrôle, pas de visuel sur le gardien. On tire direct de loin. C'est au fond, c'est magnifique. Là, sur une séquence de récupération du ballon par son équipe assez bas sur le terrain, il va lancer sa course. Il va croiser avec son équipier pour se positionner sur le côté. Voilà, son équipier va lui donner le ballon. Contrôle, on rentre dans la surface et on enchaîne directement par une frappe. On n'hésite pas à frapper s'il y a possibilité. Il n'hésite pas du tout à frapper, donc ça c'est intéressant. Et là, c'est sur une touche jouée par la défense adverse. Il est au pressing. Vous avez vu, il lance un gros pressing et il va contrer le dégagement du gardien et marquer comme ça. Et du coup, l'autre point aussi où il ressort pas mal, c'est surtout les passes décisives et donc les expected assists. Donc je vous ai sorti quelques séquences on va dire, de création par la passe ou tout simplement de passes décisives qu'il a pu faire pour qu'on puisse voir ça. Et enfin, du coup, ce que j'ai appelé les participations au jeu, donc c'est un peu aussi toutes les petites remises qu'il va faire et tous les passes qu'il va pouvoir faire. Donc là, il reçoit un ballon en pivot, directement et instinctivement, il envoie le ballon à son équipier qui va conclure et marquer. Nouvelle séquence là, vous voyez au pressing, il va sur l'adversaire pour l'empêcher et il va récupérer le ballon. Là, il aurait pu même ici tenter et essayer de marquer. Il va faire une passe tranquillement à son équipier tout seul pour pouvoir marquer. Là, encore une fois, une séquence, il va prendre la profondeur. Il y a beaucoup d'espace au niveau de la défense adverse. Il prend la profondeur, il se projette, il a relevé la tête et là, il remet en fait à son équipier qui lui a donné le ballon à l'origine, ce qui va lui permettre de marquer. Et encore une fois, une nouvelle séquence. Vous voyez, il est dans l'axe. Voilà, il reçoit le ballon. Pivot, il contrôle le ballon. On voit un équipier qui arrive en courant derrière. Il remet dans la course pour son équipier. Voilà. Donc, dernier point, c'est les ballons touchés dans la surface. Vous voyez, 97 en centile. C'est-à-dire qu'il est dans le top 3% en D1 grec des attaquants qui touchent le plus de ballons dans la surface. Donc ça, c'est un point, je pense, central au final de la recherche de Paolo Fonseca, d'avoir un attaquant qui puisse être présent dans la surface, pour pouvoir avoir que ce soit Sulch, Morera ou Hendrik qui puissent tourner autour, ou qui puissent se rapprocher et profiter de son jeu en pivot et des remises qu'il est capable de faire, comme on a pu voir en extrait vidéo. Si on regarde un tout petit peu son radar physique aussi pour voir, je vous l'ai remis en plus gros. Donc vous voyez, bonne pointe de vitesse, il est capable de faire des sprints, de se déplacer, d'être en mouvement, mobile. Moi, c'est ce que j'ai remarqué sur les extraits, sur les vidéos que j'ai vues de lui et sur les matchs que j'ai pu regarder. On voit un attaquant qui est quand même qui est capable de se déplacer, beaucoup plus mobile, par rapport à Satriano qui est moins, je sais pas si le mot c'est pâteau, mais qui a l'impression de donner une impression d'être moins lourd.
Et de toute façon, au niveau pointe de vitesse, il est beaucoup plus rapide que Martin Satriano également. Et enfin, je vous ai fait une petite comparaison justement entre Martin Satriano cette saison à l'OL et le Yaremchuk de l'année dernière. Je vous ai mis les valeurs donc par 90 minutes. Alors encore une fois, c'est pas pour dire que l'un est forcément meilleur que l'autre selon les valeurs, c'est pour montrer aussi des styles de joueurs, parce que les ligues ne sont pas les mêmes, les adversaires ne sont pas les mêmes, et surtout le panel d'attaquants en D1 grec n'est pas le même que le panel d'attaquants en D1 française. Mais ça permet de voir les valeurs et de comprendre qu'effectivement, des fois, il y a des joueurs qui ont des radars très hauts et d'autres un peu plus bas, et qu'on peut voir des fois que des valeurs peuvent être assez proches malgré tout, comme ça. Donc on voit bien, encore une fois, ce que j'ai dit, on voit bien les points sur lesquels on veut retrouver avec un attaquant qu'on veut recruter par rapport à ce qu'a proposé Satriano, c'est-à-dire les duels aériens remportés. Donc vous voyez Yaremchuk un peu plus haut que Satriano sur ce point-là. Le fait de toucher des ballons dans la surface, et c'est là où on voit une première différence entre les deux joueurs, entre Satriano chez nous et Yaremchuk en Grèce. Et ensuite, comme j'ai dit, le fait de pouvoir jouer dans la surface, d'être un pivot, c'est aussi faire des remises et faire marquer ses équipiers, ou en tout cas leur permettre de marquer des buts justement par des remises, que ce soit de la tête ou après un contrôle, les remettre en retrait ou lancer un équipier à côté. Ça, Yaremchuk est capable également de le faire. On le voit à la data, et je vous ai montré des séquences vidéo le confirmant. Et en plus de ça, on peut y ajouter quand même que Yaremchuk est quand même un joueur qui génère et qui marque plus quand même que Martin Satriano dans l'ensemble. Donc c'est pour moi en tout cas une cible intéressante d'un point de vue profil. Après c'est toujours pareil, il faut voir comment ça match au niveau du jeu, de l'équipe. Mais en tout cas au niveau du profil, ça me semble, première vue, en termes de data et aux images que je vous ai montrées, ça me semble assez cohérent. Voilà. Donc du coup on a fait le tour de la vidéo sur Yaremchuk. J'espère que ça vous aura plu. Là, du coup, est-ce que c'est le grand attaquant que l'OL recherche et dont l'OL a besoin pour cette seconde partie de saison? Moi, je trouve qu'il correspond au profil voulu par Paulo Fonseca, et c'est déjà pour moi le principal. C'est un joueur qui correspond à ce que veut Paulo Fonseca pour le front de son attaque. Peut-être pas pour être titulaire à chaque fois, je ne sais pas d'ailleurs comment il veut organiser son 11 après avec autant de joueurs et justement autant de profils différents. Parce que du coup, forcément, Yaremchuk, s'il vient, ou même un autre attaquant de ce style-là en pivot, bah, il faudra sortir un joueur du 11 pour le faire entrer. Donc ça promet des rotations sur ce poste-là. Mais après, encore une fois, il y a plusieurs compétitions à jouer. Il y a une volonté d'avoir un groupe étoffé en attaque, parce que on voit bien que s'il y a une blessure d'un joueur, il faut bien pouvoir changer, s'adapter aussi. Donc voilà, c'est important d'avoir des joueurs différents. Et a priori, Fonseca tient à son numéro 9 pivot pour jouer avec ses autres joueurs autour. Donc en tout cas, de ce point de vue-là, il confirme et pour moi, il correspond. Petit point de surveillance, j'en ai pas forcément parlé dans la vidéo, mais à surveiller juste les blessures. Je dis ça parce que sur Transfermarkt, j'ai vu qu'il avait eu donc 2 blessures cette saison au mollet. Une première qu'il a éloignée pendant quasiment 1 mois et demi, presque 2 mois en début de saison. Donc à noter ça. Et là, a priori, il était noté comme récemment le dernier match de Coupe d'Europe qu'il n'a pas joué avec son équipe. Il était noté comme également blessé au mollet, encore une fois au mollet. Donc du coup, à surveiller quand même sur l'état physique du joueur. Et enfin, forcément, point essentiel, c'est qu'il a peu de temps de jeu, 786 minutes l'année dernière, et cette saison, même pas 400 minutes de jeu pour l'instant en championnat. Donc forcément, on est sur un joueur qui joue très peu, qui va peut-être aussi avoir besoin de temps, tout simplement s'il vient pour s'adapter, pour reprendre du rythme également. Et de toute façon, après, on est aussi un petit peu condamné à chercher des paris, à jouer sur des joueurs à relancer, vu la situation économique. Donc voilà, donc c'est normal du coup de miser sur des joueurs peut-être avec moins de temps de jeu, parce que c'est ceux qui peuvent bouger plus facilement et qui peuvent du coup correspondre à nos besoins et rentrer dans nos conditions. Mais voilà, ça sera forcément à surveiller. En tout cas, le grand attaquant, oui, par la taille. Il faudra voir maintenant s'il nous rejoint, si c'est aussi par le talent. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois.
N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo, la commenter et dites-moi du coup en commentaire si c'est le profil que vous auriez vous retenu ou pas, ou en tout cas si ça vous semble cohérent entre ce qu'a dit Paolo Fonseca et après avec ce que je vous ai montré, que ce soit en data ou en vidéo, est-ce que pour vous ça correspond à ce qu'on est censé ou est-ce que Fonseca est censé chercher comme attaquant. Merci à tous, à plus. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur un autre attaquant.